un spécialiste BIM au sein de BIM One. Je vais vous parler donc de Revit 2021 et de quelques-unes des nouveautés. On va en passer en revue à peu près une dizaine, comme c'était énoncé dans le webinaire. Je vais essayer de vous apporter surtout mon regard critique sur la chose, en fait, et puis les impacts que j'ai pu déceler en passant à travers ces différentes nouveautés, les plus, les moins, et puis ce qui pourrait vous causer éventuellement des soucis sur vos projets selon la façon dont vous allez aborder ces nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est parti. Alors, il n'y a pas d'ordre d'importance dans les différentes fonctionnalités. Je les ai juste mises par préférence personnelle, mais pas tant par qualité, par la qualité de vie que ça va vous apporter en mieux. Donc, la première des nouveautés, c'est l'amélioration des vues réalistes. Alors, bon, déjà, globalement, quand on regarde un petit peu dans le détail, on voit que les ombres sont un petit peu meilleures, que si on enlève les contours, on se retrouve avec une vue, alors non pas proche d'Enscape, mais avec quelque chose qui a quand même de l'allure, qui est relativement fluide. Là, je suis sur mon poste personnel et professionnel, mais qui n'a pas une carte graphique qui est très très puissante. C'est une 2 gigs, une GTX, qui a quelques années, mais vous pourrez voir, je vais essayer de ne pas aller trop vite là, pour ne pas vous donner trop envie de vomir. Vous pouvez voir que c'est relativement fluide quand on se déplace à l'intérieur. Petite note d'ailleurs dans la deuxième nouveauté finalement, qui est liée aux vues réalistes, c'est le mode Fly qu'on retrouve ici quand on est en vue en perspective. Donc le choix de la vue en perspective ici, perspective orthographique. On a accès au mode Fly qui permet de voler littéralement à l'intérieur du projet. Donc, comme tous les vols, eh bien, c'est assez imprécis. C'est un des enjeux d'ailleurs. C'est pas comme de la navigation dans un moteur de rendu de jeu de type Unity ou autre, ou Enscape, dans lequel on peut avoir accès éventuellement à la gravité. Là, si je veux descendre mon escalier, ben, il faut que je dirige mon regard dans la bonne direction. Et puis, on ne verra pas vraiment un mouvement, disons, très humain dans la vue. Au niveau des options des vues réalistes, on en retrouve, certes, il y a une petite nouveauté à l'intérieur de cette option-là, mais pas tant. C'est au niveau surtout de l'éclairage. Donc, on a un mode automatique ou un mode manuel dans le mode réaliste. Et puis, dans l'éclairage lui-même, bon, ce qui est plus intéressant la plupart du temps, c'est d'avoir un type d'éclairage avec le soleil et la lumière artificielle activée. Idéalement, ne pas afficher les arêtes, ça rend l'image un petit peu plus souple visuellement, et puis lisser l'anti-crénelage si votre carte graphique le permet, et projeter les ombres et avoir les ombres ambiantes. La chose qu'il faut comprendre, en fait, une bonne partie de pourquoi c'est beaucoup plus fluide, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans 2021, on se retrouve avec des performances qui sont mises sur le GPU et non sur le processeur. Donc le processeur versus la carte graphique. Ce qui veut dire que quand je me déplace en fait dans mon modèle, on va regarder l'historique après, dans l'historique de GPU. Donc quand je me déplace dans mon modèle, vous allez voir que dans ma barre des tâches, par ici, vous allez voir que c'est le GPU en fait qui prend toute la charge. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus performant en fait, parce qu'on se retrouve avec le processeur qui vient juste en fond, et puis le GPU est vraiment optimisé pour ce genre de fonctionnalité-là. Donc c'est là où il y a eu quand même un gros travail de fait, un beau bénéfice d'apporter. Donc ça, c'était pour la première et la deuxième nouveauté, donc les vues réalistes et puis le fly mode. Si vous avez déjà des questions là-dessus, n'hésitez pas, hein, on peut regarder ça un petit peu en détail et puis prendre le temps. Troisième élément, donc les murs inclinés. La communication d'Autodesk a été assez large là-dessus. On en parle vraiment de partout. Les murs inclinés, c'est quelque chose qui est intéressant dans peut-être 5% des projets qu'on fait dans les firmes d'architecture, voire probablement moins. Si je prends un exemple, à Montréal, il y a par exemple le siège de l'ONF où ça aurait pu être assez bénéfique de pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. Mais à l'époque, ça n'existait pas. L'autre alternative qui existe et qui est très fonctionnelle, c'est d'utiliser les volumes. Donc, si on prend la fonctionnalité volume ici, qu'on crée son propre volume avec la forme du bâtiment souhaité, puis ensuite on vient assigner des murs par face, ça marche très bien.
avec le petit bémol que si le volume venait à disparaître, ce serait très compliqué de reproduire la volumétrie et donc vous pourriez avoir de la perte. Donc c'est un outil qui est très fonctionnel mais qui a ses côtés un petit peu, disons, un petit peu défaillants sur les bords. Au niveau des murs inclinés, la fonctionnalité est assez simple en fait. On sélectionne un mur, on va lui dire quel type de section on utilise. Donc si c'est un mur vertical, on le laisse sur vertical. Dès qu'on va venir cliquer sur incliné, on se retrouve avec une possibilité de mettre un degré d'inclinaison. Donc si là je venais mettre 45 degrés, un petit peu extrême évidemment, donc il ne va pas aimer, il va probablement supprimer pas mal de choses, mais ça vous montre justement les conséquences qu'on se retrouve. Donc déjà, on voit que le mur a été dessiné dans un certain sens, ce qui fait que l'inclinaison elle a lieu vers l'extérieur dans ce cas-là. Possiblement que si le mur avait été fait dans l'autre sens, l'inclinaison aurait lieu vers l'intérieur. Donc ça, c'est le premier point vraiment majeur sur les murs inclinés. Ça dépend dans quel sens on les a commencés. Donc quand j'ai commencé un mur ici, si je les commence tous dans le même sens, là, j'ai une vue qui est sûrement croppée, exact. Donc si on vient tous les commencer tout le temps dans le même sens, quand on va les transformer en murs inclinés, on va se retrouver avec des murs qui, a priori, se tournent tous dans le même sens. Si je recommence la même manipulation, logiquement, ça devrait se faire. Je n'ai pas fait l'essai tout à l'heure, donc ça va être la surprise. Mais habituellement, c'est le genre de comportement qui est assez logique dans Revit tout de même. Là, le mur était trop court à l'extrémité, donc là, on voit que ça s'incline dans l'autre sens, en fait, vers l'intérieur, parce qu'on voit que la coupe du mur s'effectue vers l'intérieur et puis que la base se retrouve ici. Donc ça c'est une petite chose sur les murs. Une autre chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les murs et les portes et les fenêtres se retrouvent, du coup, elles aussi impactées. Donc quand je viens positionner ma fenêtre comme ça, je vais juste recopier une autre fenêtre, j'ai le choix, en fait, de lui dire si c'est une fenêtre qui se retrouve dans un mur qui est vertical ou dans un mur qui n'est pas vertical. Ça peut être un choix de design, donc on peut très bien se retrouver avec une fenêtre qui reste verticale dans un mur qui est incliné, ça c'est juste un choix, ou sinon on peut la paramétrer pour qu'elle suive l'orientation du mur. Donc là on voit que du coup les retours ne sont pas exactement pareils dans le mur. Grosse conséquence en fait pour vous tous, vos bibliothèques de fenêtres et de portes. Dans un projet avec des murs inclinés, si vous utilisiez la fonction mur incliné, vous allez vous retrouver avec d'assez jolies surprises si vous ne faites pas attention à ça. Donc ça va impliquer un gros travail finalement de refonte des portes et des fenêtres pour qu'elles soient fonctionnelles dans des murs inclinés, le cas échéant évidemment. Donc on voit ici par exemple, j'ai fait un mur incliné à 20 degrés. J'ai simplement positionné une porte relativement complexe. Là, c'est une porte imbriquée avec panneaux et cadres séparés. Je l'ai inséré dans mon mur, sauf qu'on voit que le mur, lui, est coupé à un endroit, mais le cadre de porte, lui, est coupé à une autre hauteur, vraisemblablement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un cadre qui n'est pas aligné avec le mur lui-même. Et donc, si après ça, je viens m'amuser, là, encore une fois, à vouloir le mettre dans un mur incliné, donc à la positionner comme mur incliné, on voit que même là, le comportement en fait n'est pas exactement celui auquel on pourrait s'attendre logiquement en termes de représentation graphique. Donc là, manipulez les murs inclinés avec grande précaution et attendez-vous à devoir retravailler les portes et les fenêtres. Donc ça, c'était le point principal que je souhaitais vous montrer, surtout avec cette nouveauté-là. Belle nouveauté en soi, mais il y a des conséquences qui ne sont pas négligeables. Juste m'arrêter là parce que je parle vite et je parle beaucoup, mais est-ce que vous avez des questions? Je vais juste regarder s'il y a des Q&A. Pour Vincent, est-ce qu'il y a l'instant, des ça va. questions? Non, pour Ça va. l'instant, ça va. OK. Mais juste, mettons, avoir à comparer justement les deux méthodes de modélisation, tu dirais que pour l'usage qu'on ferait éventuellement des murs inclinés, est-ce que ça vaut la peine justement de mettre du temps si on a une grosse bibliothèque ou c'est... En termes d'effort, en fait, c'est très discutable. Personnellement, sachant que la plupart des projets sont rarement avec des murs inclinés quand même, je ne mettrai pas l'effort. Je mettrai l'effort juste au moment où le projet arrive. L'autre point aussi en termes d'effort, c'est que
L'effort est finalement le même que lorsqu'on travaille avec des volumes. Donc les volumes et les murs par face, l'effort va être le même en termes de représentation. On risque d'avoir les mêmes problèmes graphiques avec des portes et des fenêtres. Donc dans un cas de figure comme dans l'autre, aucune des deux solutions proposées par Revit ne sont parfaites. Elles sont là, elles existent. Il y en a une qui est plus intuitive, ce serait celle d'utiliser des murs inclinés, évidemment, parce que ça dit ce que ça fait, mais la conséquence après ça de travail sur les portes et les fenêtres va être la même. Et je parle des portes et fenêtres, mais je ne parle même pas des autres catégories de familles qui sont hébergées sur le mur, tout dépendant comment elles sont conçues. Si on a des familles avec beaucoup de 2D dedans qui est hébergé sur le plan de sol, eh bien, c'est possible que si on mette, je dis n'importe quoi, une poubelle sur un mur incliné, ce qui est vraiment du gros n'importe quoi, on va peut-être se retrouver à ne pas voir finalement la poubelle alors qu'elle est déjà bien positionnée en 3D, mais on va juste avoir sa représentation 2D qui va être cachée par l'inclinaison du mur. Donc, c'est vraiment toute une mécanique qu'il faut vraiment prendre en compte quand on va commencer à utiliser des murs inclinés. Mhm. Je vais passer à la nouveauté suivante. Alors, celle-ci, on va aller dans une nomenclature. Là, j'ai juste pris l'exemple, c'est un fichier exemple de Revit, hein, je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ça. Dans les nomenclatures, donc, il y a plusieurs nouveautés. Une qui est parmi les plus intéressantes, qui est celle qui permet de geler les en-têtes. Enfin, on peut enfin naviguer dans Revit de manière intelligente, comme dans Excel. Donc ça, c'est un grand bien, surtout quand on se retrouve avec des nomenclatures de 900 pièces et puis qu'il faut naviguer après tout ça et avoir les en-têtes invisibles quand on est sur les dernières pièces. C'est un petit peu quand même embêtant. Une autre nouveauté qui est aussi de l'ordre du graphisme, qui permet d'identifier en fait Alors, mauvaise traduction là encore, c'est pas la deuxième ligne, c'est pas simplement la première ligne, ce sont les lignes paires et impaires qui peuvent être colorées différemment. Donc si par exemple je veux colorer ma ligne paire, je vais y arriver, d'une certaine couleur, donc on va prendre mes couleurs préférées, et puis la ligne impaire qui va être d'une autre couleur, donc on peut se retrouver à activer la fonctionnalité et avec des graphismes qui permettent de lire au moins une ligne sur deux et d'être capable d'identifier les éléments peut-être un peu plus clairement. Donc ça, c'est une clarification visuelle qui est permise par l'outil. Si on venait appliquer un filtre conditionnel sur un champ en termes de graphisme, ici, donc si on se met à faire du formatage conditionnel, c'est ça qui va prendre la priorité en fait. Donc simplement le savoir, là, il y a toujours une priorité en termes d'affichage de filtres. Y a-t-il autre chose? Donc pour les nomenclatures, oui, une petite bébelle, comme on dit. Si vous ne le saviez pas, c'est déjà apparu il y a 3 versions, 3 updates de ça. La capacité de faire un zoom-in, zoom-out à l'intérieur d'une nomenclature, non négligeable, si vous ne le saviez pas. Donc ça se fait avec la touche contrôle et la molette de la souris. Donc ça, c'est toujours le genre de choses, là, ça passe un peu inaperçu, mais gros gain d'utilisabilité, comme on dit, au niveau des nomenclatures. Y a-t-il des questions jusqu'ici? Je regarde moi aussi en même temps. Non, j'en vois pas. On va continuer. Alors, autre nouveauté, les filtres. Alors, l'utilisation des filtres, le problème qu'on a, qui était toujours là, en fait, c'est la clarification de comment savoir si un filtre est actif et qu'est-ce qu'il fait finalement. Si je viens juste mettre ces deux filtres-ci, il y avait toujours un problème parmi les utilisateurs en fait de comprendre la nuance de qu'est-ce que la visibilité. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté en fait la possibilité d'activer ou de désactiver un filtre. Donc là, on comprend que le filtre, il peut très bien être présent dans les visibilités graphismes de la vue ou dans le gabarit, et il peut être actif ou inactif. Donc ça fait simplement l'activer ou l'inactiver. Et après ça, en fait, le paramètre de visibilité, lui, on comprend un petit peu mieux de fait que les éléments qui sont filtrés sont visibles ou non. Donc ça permet de clarifier surtout l'usage des filtres
chose qui n'était pas tout à fait intuitive jusqu'ici, depuis 10 ans que je connais Revit, même un peu plus. C'est toujours quelque chose qui était difficile à transmettre aux différents usagers. Donc là, ça, c'est un gros bénéfice selon moi. Petite note tout de même, c'est que la fonctionnalité aussi est accessible via l'API. Donc, ça veut dire que si vous jouez un peu dans Dynamo, vous allez être capable aussi de régler ce paramètre aussi. Ça peut être aussi intéressant, ça peut être une façon, par exemple, quand on travaille dans une vue d'impression, de simplement vérifier que ce qui est éteint par le filtre, par exemple, fait bien partie des bonnes choses, donc de vérifier rapidement que tel ou tel élément est bien contrôlé par le bon filtre. C'est une façon simple de le faire et qui n'est pas trop invasive et qui est facile à comprendre. C'était tout pour le filtre. Dans le chapitre des petites améliorations attendues depuis à peu près 10 ans simplement, la fameuse rotation avec le composant des étiquettes. Donc là, j'ai une étiquette toute simple, étiquette de mobilier. Jusqu'ici, en fait, dans, disons, environ 60% des étiquettes, on avait la possibilité de cocher une toute petite case qui disait rotation avec le composant. Dans les faits, donc ça dépendait de la catégorie en fait, de la notation. Dans les faits, la rotation avec le composant n'était pas fonctionnelle dans 90% des cas. Aujourd'hui, c'est fonctionnel dans la majeure partie des cas. Donc, tout ce qui est architectural, je confirme et je signe que c'est maintenant fonctionnel. Donc, quand on va venir cocher ici, le comportement va être celui qui est attendu, c'est-à-dire que le texte va suivre l'orientation de l'élément. Donc, si je venais à faire une rotation de ma table ici, l'étiquette va suivre. Une petite amélioration, mais finalement tellement évidente qu'on ne l'attendait plus. Donc, et puis ça marche quand on tape avec la barre d'espace pour faire les rotations à 90 degrés, enfin par incrément de 90 degrés. Et puis ça suit, là je tape ma barre d'espace en fait à plusieurs reprises. Ce que vous voyez en fait, c'est que ça suit la lecture du plan aussi. C'est-à-dire que le texte ne va jamais se retrouver à l'envers complètement. Donc ça, c'est un peu la beauté de la chose. Ça a été bien fait et bien codé cette fois-ci. Donc, c'est une belle petite amélioration. Et puis, ça va permettre peut-être de revoir un peu les pratiques en termes d'annotation parce que je sais que avec certains clients, on se retrouvait à travailler avec disons, des façons autres d'identifier les éléments parce que le souhait était d'afficher vraiment dans le sens de l'élément à chaque fois le texte, ce qui n'était pas faisable jusqu'ici, en tout cas pas simplement. Autre élément de nouveauté. Donc, nouveauté, mais qui aurait dû être, qui ne devrait pas être une nouveauté, les styles de ligne. Ça va peut-être vous paraître une petite chose. Moi, j'étais gestionnaire BIM pendant un bon moment. C'est toujours quelque chose qui m'a particulièrement ennuyé. C'est que tous les types de lignes n'étaient pas identifiés comme il faut dans Revit par défaut. Donc, par défaut, dans Revit, a priori, le nom des lignes par défaut devrait toujours être encadré par les signes plus et moins, enfin supérieur et inférieur, par les crochets. Dans les faits, ça n'a pas toujours été le cas. L'historique, c'est que, par exemple, quand ils ont ajouté les lignes de trajectoire de déplacement, ça, c'est plus une nouvelle fonctionnalité, c'était déjà présent dans la version précédente. Ces lignes-là n'étaient pas entre crochets, ce qui fait qu'elles se retrouvaient, comme c'était classé alphabétiquement, elles se retrouvaient plutôt sur la fin et même quelquefois selon l'interface, si vous alliez ici pour faire une ligne simplement, ou bien si je me retrouve à faire une ligne de détail, ou bien si je me retrouve à aller dans gérer les styles de ligne, le classement n'était pas systématiquement identique. Donc, c'est assez difficile déjà de lire des fois quand on se retrouve avec une cinquantaine de styles de lignes identifiés différents, personnalisés, d'avoir celles-ci qui sont disponibles mais qui ne sont pas classées de manière identique à chaque fois. C'était pas mal compliqué. Là, aujourd'hui, il y a eu du ménage de fait. Donc, les lignes système se retrouvent toutes regroupées.
bien comprendre que même si c'est possible d'en supprimer certaines via Dynamo, ce serait une grosse erreur. Ça risquerait de crasher votre modèle. Tout ce qui est système d'ailleurs, ne jamais y toucher avec Dynamo. Ce sera juste des mauvaises surprises. Mais pour revenir à l'amélioration elle-même, quand je viens créer des nouveaux styles de ligne, donc ils vont se retrouver logiquement, même si j'appelle mon style de ligne A1, il va se retrouver à la suite des lignes système. C'est bien et pas bien, dans le sens où le comportement naturel de quelqu'un, quand il va aller créer une nouvelle ligne de détail ou une ligne de modèle, ça va être d'aller chercher dans le début de la liste. Ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec les lignes système dans le début de liste, et puis nos lignes, disons, personnalisées ou d'entreprise se retrouvent à la fin. Ce qui est en soi, disons, pas très pratique, et puis un peu contre-intuitif, parce que j'imagine que, comme dans beaucoup d'entreprises, vous préférez avoir votre nomenclature plutôt que celle qu'on vous force par le logiciel. C'était tout. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Oui, ben, je viens d'avoir une question Oui, un peu on ok. the spot, là. Est-ce que si on mettait un préfixe justement qui serait, dans le fond, devancé automatiquement au signe de plus petit, est-ce que ça ferait en sorte que les lignes viendraient en haut? Je viens juste Non, d'avoir alors une... en fait, c'est ça, ouais. C'est de faire ce test-là, par Hmm. exemple. Et non, Ouais. en fait, c'est que j'ai pas cherché tous les caractères par contre possibles. Mhm. Je le soupçonne que même si je fais ça et que je tape n'importe quoi, ça va être pareil. C'est ça, ça m'interdit en fait ce genre de caractères-là. Mhm. Donc, ce sont des caractères interdits par défaut par Revit, et donc du coup, je suis même pas capable de m'insérer, disons, de manière un peu sneaky, de manière un peu trichée dans la liste système. Donc, il y a pas, on n'a pas de moyen de le faire comme il faut. Donc, il faut juste prendre son mal en patience, puis espérer que 2022 nous apporte son lot d'amélioration. Bon, c'est toujours ce genre de petites choses qui est ça fait partie des micro-irritants. Il y en a des centaines dans Revit. Revit, c'est un super programme. On peut faire un paquet de choses, mais il y a des centaines de micro-irritants comme ça et qui sont vraiment réglés de manière très, très lente et très incrémentielle. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Euh, Sachez qu'il y a, via les labs ou les, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, parce que ça change de nom tous les ans, les feedbacks d'Autodesk, il y a moyen d'avoir accès au Revit Preview, ce qui vous donne accès en fait à la version de travail de Revit. Donc vous voyez les nouvelles améliorations à venir. Vous pouvez même en proposer via l'interface, via les forums qui sont accessibles. C'est ouvert à tout le monde, donc suffit juste de vous loguer, de suivre un petit peu et puis de lire, de participer un peu à cette communauté. C'est non rémunéré, hein, malheureusement, mais disons que ça vous permet d'avoir un œil sur ce qui s'en vient dans Revit. Donc, c'est une assez bonne chose finalement, et ça vous permet aussi de rencontrer les gens qui sont vraiment particulièrement actifs sur ce genre de forum-là, et puis de voir un petit peu les différents points de vue qui s'affrontent. Le fait est, c'est que beaucoup de monde ont demandé à ce que les lignes système soient éditables et supprimables, et beaucoup de monde ont demandé à ce que les lignes personnalisables qu'il soit possible de les mettre au début de la liste. Et bon, le fait est, c'est que c'était lors des discussions d'amélioration du produit, mais ce n'est pas passé encore. Donc, si vous allez sur ce site-là, vous avez une bonne chance de pouvoir améliorer les choses. Lentement, certainement, mais au moins, s'il y a vraiment un gros irritant, vous pourrez au moins aller titiller l'équipe d'Autodesk pour ça. On va mettre le lien dans le courriel suivant le webinaire là, avec Ouais, j'ai le... pas pensé à le faire. Ouais. Il n'y a pas de problème, on va le mettre dans le lien, Faut le dans le faire. Je courriel. pense que ça s'appelle feedback.autodesk.com. Puis ensuite, il faut se loguer, rentrer dans la participation du forum et puis signer un disclaimer, évidemment, parce que toutes les nouveautés, on n'a pas le droit d'en discuter avant qu'elles soient sorties. Donc, ces nouveautés-ci, moi, j'étais au courant d'une bonne partie, mais du coup, on n'avait pas le droit avant le 8 avril d'en discuter. Mais vous avez au moins l'information pour améliorer vos pratiques en avance. Autre point, alors c'est pas une amélioration. Là j'arrête un peu sur les améliorations d'interface. C'est plutôt les petits à côté.
je ne suis pas passé à travers toutes les améliorations parce qu'elles n'ont pas toutes leur intérêt. Il y en a une que je voulais vous montrer, mais c'est juste pour un intérêt, disons, plutôt intellectuel, disons. Dans les exemples de fichiers, en fait, il y a 2 ou 3 ans de ça, on commençait à avoir accès à un exemple de fichier allemand, par exemple. Donc, ça, plutôt que d'avoir tout le temps des fichiers nord-américains sous le nez, ça permettait de voir un petit peu la structure des modèles dans d'autres pays du monde. Là, il y en a un autre qui est apparu que je ne connaissais pas jusqu'ici, c'est le modèle japonais. Donc, il est relativement dense, c'est un des plus gros fichiers exemples en plus, donc il y a du stock avec celui qui est allemand. Le bâtiment en soi, je ne vais même pas l'ouvrir là, le bâtiment en soi, il a aucun intérêt architectural en soi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir la structure et la découpe du projet qui est sensiblement différente. Et puis, de voir un petit peu aussi la façon dont le graphisme des plans a été réalisé. Donc ça, c'était juste un petit point, une petite aparté. Aparté suivante, enfin petit à côté différent. Dynamo. Bon, Dynamo, moi, c'est mon petit bébé un peu là. Je travaille probablement autant dans Dynamo que dans Revit, voire même plus dans Dynamo. Donc, c'est un outil que j'affectionne aujourd'hui. Dynamo, il y a toujours eu un gros problème en fait de distribution des packages. D'ailleurs, si vous suivez sur notre blog, on en distribue régulièrement, gratuitement entre guillemets. Mais pour pouvoir les distribuer, en fait, ça implique un énorme travail en fait, parce que sauf à avoir des dépendances de nœuds, donc c'est-à-dire des nœuds qui proviennent de l'extérieur et qu'il va falloir que vous téléchargiez, le script sera inutilisable sans ça. Et bien souvent, c'était assez compliqué de documenter la chose et puis de savoir quel nœud allait télécharger, dans quelle version, de quelle version, de quelle année, de quelle édition en gros. Donc ça, pour la distribution et puis la distribution même à l'interne d'une équipe, c'était assez compliqué à faire. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, ils ont créé, dans la dernière année, ils ont créé un Workspace References. Donc ce que ça vient faire, ça vient lire le script et dire quels packages sont manquants pour pouvoir le compléter, pour qu'il soit fonctionnel. Alors, je l'ai testé, pas en long, en large et en travers. Ça marche jusqu'à un certain point. C'est encore une fonctionnalité qui est un petit peu à ses débuts. Donc, si vous voyez ici, en fait, ce package-ci, ça, c'est un package custom que moi, j'ai fait, qui est juste disponible en local. Il n'y a aucun moyen de savoir d'où il vient, de fait, dans Dynamo. Et cette nouvelle View Extension qui est disponible ne permet pas de savoir que ce package-là n'est pas disponible et d'où il viendrait éventuellement. Le seul moyen les seules informations que Dynamo va être capable de lire, ça va être des informations qui ont été nouvellement insérées dans le script et qui ont été sauvegardées puis transmises à quelqu'un d'autre qui travaillera dans la version 2.5. Donc avec vos vieux scripts, ça ne risque pas de marcher comme ça du jour au lendemain. Il y aura du travail, mais c'est un bon début pour être capable d'aller chercher. Donc là, il me dit qu'il me manque Archilab et il m'envoie directement vers le lien d'installation. Donc ça, c'est quand même une grosse, grosse amélioration. Comme vous voyez, ça répond très, très vite. Donc là, l'installation s'effectue et puis ensuite, on verra que ces nœuds plus bas en fait, vont être fonctionnels d'un coup, a priori. Alors, des fois, le téléchargement de package, ce n'est pas automatiquement fonctionnel. Là, on voit que c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut redémarrer Dynamo, mais disons que c'est quand même une relativement grosse amélioration. Autre amélioration sur laquelle on pourrait débattre des heures avec moi, mais la conception générative ou le design génératif ou generative design. Autodesk, dans les 2 dernières années, on fait énormément de publicité et de communication commerciale là-dessus. En gros, c'est un outil d'itération d'options, mais c'est un outil qui est à concevoir soi-même. Donc, l'outil, en fait, permet de créer une étude. Mais si je crée une étude, donc ça met un petit peu de temps à se lancer, si je crée une étude, en fait, il faut déjà avoir créé le script Dynamo qui est déjà capable de faire ça. La seule fonctionnalité en plus qui vient se rajouter avec le Generative Design, c'est d'être capable de lancer ce script X nombre de fois en fonction des paramètres qui sont disponibles dans le script. Donc ça, pour arriver à ce genre de résultat-là, à ce genre de script-là,
On s'entend que ce n'est pas accessible à tout le monde, pour ne pas dire à beaucoup de monde. Ça prend une connaissance de Dynamo quand même assez extensive pour ne pas passer des heures, voire des semaines sur un petit script qui ne fait pas beaucoup de choses. Donc, je suis extrêmement critique sur l'outil et je l'ai beaucoup utilisé, donc je peux vraiment en parler, mais euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur un outil, sur un script en fait, qui permettait de faire des itérations de positionnement de bâtiments sur n'importe quel site en fonction de paramètres d'un client, donc des stationnements, les alignements des stationnements, et puis de calculer le nombre de stationnements maximum. Le travail lui-même sur le script a pris à peu près 1 mois de temps pour arriver à une solution qui est équivalente à ça. Euh, c'est fonctionnel, c'est réapplicable dans certains cas de figure, mais ça demande un travail qui est assez énorme. Tout ça pour avoir un certain nombre d'itérations effectuées sur des conditions qui sont extrêmement précises. Donc, ça demande un investissement en temps qui est quand même assez conséquent. Et puis, aujourd'hui, on a accès aux résultats, mais ce sont des résultats qui sont accessibles de manière assez archaïque encore aujourd'hui. On est capable d'exporter l'information, en fait, euh, l'information visuelle. On est capable de l'ouvrir dans Dynamo. On est capable de créer les éléments d'une des itérations dans Revit directement. Donc là, en l'occurrence, c'est le positionnement de bureau. On serait capable de dire crée-moi ces bureaux-là directement dans Revit. Mais le fait est, c'est que c'est beaucoup d'efforts pour finalement assez peu de résultats dans beaucoup de cas de figure. Donc, je reste très critique avec l'outil. C'est un bel outil qui a un beau potentiel, mais sur le marché, il y en a d'autres, que ce soit Rhino couplé à Grasshopper et Galapagos, par exemple, pour faire les itérations, pour faire des algorithmes génétiques. Donc, il y a plein d'outils beaucoup plus puissants et gratuits aussi, en plus des logiciels qui sont disponibles sur le marché. Donc, c'est intéressant à explorer, mais ça demande un énorme investissement en temps et en argent. L'outil est accessible maintenant. En fait, la vraie nouveauté qui a été introduite avec ça, c'est qu'avant, tout était dans Dynamo pour faire ça. Aujourd'hui, on est capable de créer une étude directement depuis Revit en ayant une pseudo-interface, disons, digeste, donc qui permet de choisir le type d'itération qui ne parle pas forcément à tout le monde d'ailleurs. C'est un langage. On est capable de créer cette pseudo-interface je ne dis pas pseudo de manière péjorative, hein, vraiment pas, mais disons que c'est une sorte d'expérience utilisateur qu'on peut créer à partir du script Dynamo sans trop d'efforts aujourd'hui. Et puis ensuite de ça, on a les différents paramètres qui sont des nœuds à chaque fois et lesquels on choisit comme étant des inputs ou des outputs. Et ensuite, on va générer. Donc, je ne vais pas montrer d'exemple. Là, ça n'a pas un intérêt majeur. Il y a un paquet d'exemples vidéo sur Internet là, qui montrent des choses. Mais avant de rentabiliser ce genre d'investissement dans un outil pareil, ça prend vraiment beaucoup de temps. Comparativement, je prends souvent cet exemple-là, comparativement, si vous avez un architecte senior qui a beaucoup d'expérience dans le résidentiel, vous lui donnez un site, un bout de calque ou AutoCAD ou Revit entre les mains. Il va dessiner le contour du site et puis il va vous dessiner les 10 meilleures itérations possibles qu'il est capable de trouver de par son expérience. Avant d'être capable de faire les 100 000 itérations automatiques via Dynamo et le Generative Design, l'effort nécessaire pour arriver à un script qui va être capable de faire la même chose aussi bien, compter quelques semaines, tandis que la personne avec son bout de calque ou son ordinateur va être capable de le faire en le temps de quelques heures. Donc voilà pour la remarque critique par rapport au Generative Design. Je ne pense pas avoir d'autres éléments à traiter dans ma petite liste. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être d'autres nouveautés dont vous aimeriez que je parle et que je n'ai pas abordé là, parce que j'ai fait un petit tri quand même. Vincent, est-ce qu'on a des questions?
Non, je vais laisser quand même On va laisser un petit peu de temps, ouais. un petit 2 minutes là, juste pour compléter, si on veut, la présentation de la conception générative. Finalement, tout ce qui a été ajouté à Revit, c'est une interface d'accès aux C'est scripts qui ont essentiellement été ça, développés. Ouais. ouais. C'est une expérience utilisateur supplémentaire depuis Mhm. Revit et non pas seulement depuis Dynamo. Ok. Déjà, simplement donner un script Dynamo à toute une série d'utilisateurs de Revit habituels, mais qui n'utilisent jamais Dynamo, déjà, ils sont perdus. Donc, leur ajouter le design itératif par-dessus, ça reste, c'est plus un baby step, là, c'est une grosse nouveauté en général. Excellent. Donc, si vous avez d'autres questions aussi, éventuellement, après la présentation ou après, par exemple, si vous la réécoutez ou vous en discutez en équipe, n'hésitez pas à nous écrire, là, il n'y a pas de problème, on va répondre par courriel sans problème. On va vous faire parvenir, comme j'ai dit au début de la rencontre, là, par courriel, le lien vers l'enregistrement. Ça devrait sortir là, soit demain, soit jeudi. Sinon, on va aussi vous mettre les références là, dont on a discuté aujourd'hui, là, soit les packages dont on parlait pour Dynamo, le Revit Lab, puis d'autres trucs là, si vous avez des questions spécifiques. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de vous être connectés. Et donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas là, si vous avez d'autres questions d'ici là. Merci. Merci à vous, bonne journée.